Le 4 décembre dernier, à Washington, la RDC et le Rwanda ont signé un accord de paix. Sur le papier, cet accord de paix promet la fin des hostilités, le respect des frontières, la fin du soutien aux groupes armés, voire même une intégration économique régionale. Mais 10 jours après, le conflit n'est pas terminé, il a même empiré, puisque Uvira, une ville stratégique du Sud-Kivu, a été prise par les rebelles. Pour en parler ce soir de ce fossé entre cet accord signé à Washington et la réalité sur le terrain, nous recevons le député Carlos Martins Bilongo, qui revient d'ailleurs juste de Kinshasa, qui est membre de la Commission des finances à l'Assemblée nationale française et ancien membre de la Commission des affaires étrangères. Bonsoir Monsieur le député, merci d'être avec nous. Bonsoir Monsieur Mascar, merci pour l'invitation. Vous revenez juste de Kinshasa, je crois, ce matin. Et donc vous avez vécu là ces derniers jours depuis l'accord de paix à Washington et ce qui s'est passé, les derniers événements. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de votre ressenti, de ce qui se passe là-bas? Déjà, moi, j'étais en France lors des signatures des accords de Washington. Je suis arrivé à Kinshasa lundi soir, au moment où le président congolais faisait un discours en format congrès à l'ensemble des parlementaires, députés, sénateurs de la RDC, pour évoquer la situation de l'État et évoquer aussi son retour de Washington, la signature des accords de paix entre Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et le président du Rwanda, M. Paul Kagame. Dès le lendemain de ce congrès, la presse congolaise a été alertée suite au fait que les états-majors et les ministres de la Défense et que le conseiller en matière de sécurité du président annoncent que les RDF, du coup, qui soutiennent le M23, ont pris la ville d'Uvira, qui naît ensuite non loin de Kalemi et non loin ensuite du Katanga, des villes stratégiques de Lubumbashi en matière de ressources minières. C'est clair que dans ce climat-là, de signature d'accord quelques jours avant, discours en format congrès, et le lendemain, une ville qui tombe, ça laisse un goût amer. Mais c'est un peu la douche froide, en fait. C'est la douche froide, un goût amer pour les civils qui aspirent à la paix, pour des personnes qui ont dû suivre aussi à distance. Beaucoup de gens, depuis Goma, Bukavu, avaient l'espoir de cette paix en disant, bon, ils sont à Washington, ils vont signer, les civils nous pourront Qu'est-ce que vous avez pensé à Washington de cette signature? Est-ce que vous trouvez qu'il y avait vraiment un accord qu'il y avait un enthousiasme sur cet accord de paix ou pas? Sur cet accord de paix, pour moi, ce qui a manqué, je parle de ce qui a manqué de mon point de vue en tant que Français, déjà c'est la place de la France dans ces négociations-là. La RDC est un pays de 100 millions d'habitants avec un locuteur sur deux qui parle le français, du coup 50 millions. Et aussi, nous avons, de manière historique, un lien sur la question des Grands Lacs entre le Rwanda et l'Est de la RDC, sur la région du Kivu. Donc nous sommes absents. Ça, c'est le premier fait. Ensuite, sur les accords de paix, à très peu de reprises, le volet sur les civils n'a été mis en avant. On a beaucoup parlé d'intégration économique sur la chaîne de valeur. Très peu de fois aussi le volet sur la justice, droit international, oui. Dans le sens où s'il y a des criminels de guerre, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Quelles sont les responsabilités? Est-ce qu'ils vont être intégrés dans un gouvernement, dans un possible morcellement du territoire, ou vont-ils devenir des futurs gouverneurs, ou sous-gouverneurs, ou vice-gouverneurs, ou futurs vice-ministres, premiers ministres, etc., etc. Il y a ce volet-là, moi, ce qui doit être traité, c'est les civils, le volet justice, et après, l'intégration économique. Mais nous sommes en face de M. Donald Trump, qui est un monsieur qui a les yeux uniquement sur le volet économique. Et d'ailleurs, il a eu un discours pour les militaires dans Pennsylvanie, où il a évoqué en disant qu'on m'a supplié de venir récupérer nos minerais, je vais le faire, pour expliquer que les États-Unis vont pouvoir concurrencer la Chine, parce qu'ils veulent relancer l'industrie. Il faut savoir que les Américains moyens sont en très grosse difficulté, il y a une très grosse inflation sur le territoire, ils sont en concurrence avec les Chinois, et les usines en manufacture américaine ferment. Donc, il a parlé uniquement des minerais stratégiques, très peu de la paix, très peu des civils
et très peu de justice. Et c'est pour cela que quelques jours après, ou même pendant que ces accords étaient signés, les militaires des RDF, des forces du coup rwandaises qui soutiennent le M23, ont continué d'avancer sans respect des résolutions de l'ONU. Il faut savoir qu'une résolution a été votée au Conseil de sécurité, la 2773, et qu'elle n'est pas respectée. Mais ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'en fait, un accord de paix, pour qu'il soit durable, il faudrait qu'on se pose des questions, effectivement, sur les responsabilités politiques, militaires des uns et des autres. Et que là, il ne reposerait que sur un aspect économique, en réalité. Sur un aspect économique, sans prendre le volet du droit, et vous avez un nom d'émission qui s'appelle Afro-droit. Il faut que le droit soit en ligne de compte. Le droit international. Et je pense qu'on ne peut pas avoir comment pour arbitre M. Donald Trump, qui, de par son expérience, au niveau des accords de paix, il sait les mettre de manière assez lésée. On l'a vu avec Zelensky et M. Poutine. On le voit aussi entre le Cambodge et la Thaïlande, où c'est très difficile. Mais si c'est uniquement pour avoir un titre honorifique de M. Peace, mais qu'il a eu par la FIFA, à un moment donné, voilà. C'est un peu limité. Il n'a pas, je pense, les épaules. Il est uniquement sur le volet accord économique. Après, c'est vrai que parfois et souvent, l'accord économique peut ramener la paix. Parce que dans le climat des affaires, tout le monde va avoir un climat des affaires serein. Mais quand vous avez une guerre qui dure depuis 30 ans, il y a un vrai sujet juridique au niveau du droit international, au niveau du tribunal pénal international, au niveau des crimes de guerre et au niveau aussi de la réparation pour les civils. Mais on le voit bien, enfin, ça fait 30 ans que cette guerre dure, comme vous le dites, monsieur le député, et je dirais que la cause, c'est une cause économique. Hein. C'est les minerais, en fait. C'est la course aux minerais. Je dirais même plus loin. Je pense que la République démocratique du Congo s'est fait voler son indépendance. En années 60, au moment de l'indépendance, dès le 30 juin, dès le 1er et le 2 juillet, il y a eu déjà un complot international qui mêlait la Belgique, la CIA et même les Nations Unies pour continuer à prendre les ressources de la RDC où Lubumbashi s'appelait du coup Elisabethville, cité minière. Et en fait, ils essayent de faire sécession avec M. Tshombe pour continuer uniquement. On lui dit, le Congo est indépendant, il faut indépendance bien sûr, mais cité minière Elisabethville reste entre les mains des colons. Et nous, depuis Elisabethville, on continue à extraire des minerais et ensuite on les envoie directement en avion. Est-ce que vous soutenez ceux qui défendent l'idée, cette qualification juridique de génocide, de génocide économique? C'est un concept très intéressant à développer et j'essaye avec des amis d'associations et des avocats de faire une tournée dans des facs de droit pour développer en fait les concepts du génocide, dans le sens où c'est Raphaël Lemkins, qui dans les années 40 qui l'a développé, mais il y a des points sur les 5 critères qui ne sont pas assez développés. Parce que je pense qu'il y a une vision très occidentale du génocide, et si on prend un regard plus large sur la question de l'Afrique, colonisation, déplacement de population pour des gains économiques, là on arrive sur un sujet qui a un cadre juridique au niveau du droit international et qu'on peut qualifier de génocide. Moi vraiment j'encourage on avait fait une émission les acteurs de droit à tabler sur la question. Moi je réunirai bientôt des universitaires pour développer la question du génocide. Et dès lors où le volet universitaire aura validé cette composition, je pense qu'il faudra ensuite le vulgariser de manière politique. Davantage. Une question sur l'Union européenne. Alors l'Union européenne est aussi absente de cet accord de paix. Elle-même, elle va signer un accord. Elle a signé un accord avec le Rwanda. Est-ce que là, vous aviez dénoncé en son temps un peu cet accord, je crois? On l'a dénoncé, et je prends juste une comparaison. Si nous mettons sur le même piédestal le Rwanda et le Congo, et ensuite l'Ukraine et la Russie, imaginez-vous qu'il aurait pu y avoir un MOU sur des minerais stratégiques entre l'Union européenne et la Russie? C'est impossible. Là, pour la Russie, on parle de gel des avoirs, etc., de pas mal de mesures qui sont importantes. Mais pour le Rwanda, rien du tout. On conserve l'accord. Parfois, même des députés européens disent que oui, il faut maintenir l'accord pour maintenir le dialogue. On ne sait jamais. Mais c'est des termes qu'on n'entendra jamais quand on parle de la Russie.
On parle de sanctions immédiates, on parle de gel des avoirs, on parle de mettre les sportifs russes au banc des nations. Pourquoi ce n'est pas de mesure? Est-ce que la vie d'un Congolais ou des Noirs qui meurent, c'est moins important que des Ukrainiens? À un moment donné, il faut avoir cette réalité là en face et de dire qu'une chose qui est certaine, c'est que les minerais stratégiques de la RDC sont aujourd'hui responsables de toutes les peines qu'ils subissent. Et en même temps, ils sont aussi éco-responsables parce qu'ils sont les matières premières nécessaires pour la transition écologique que nous appelons de nos voeux à chaque fois. Il faut la transition écologique, nos téléphones, nos portables, les personnes qui vont regarder cette émission. C'est grâce aux minerais stratégiques qui sont extraits du sous-sol du Congo et qui, malheureusement, fait subir à ces populations des viols, des crimes de guerre atroces, des massacres d'enfants et de femmes les plus vulnérables pour les déplacer. Cette logique, c'est de mettre une violence extrême à la vue des gens, de violer des femmes, d'amener ensuite un dépassement de population, quand ces populations ne sont pas encore mortes, pour les traumatiser. Et ensuite, dans ces territoires où ces personnes vivaient, il y a ensuite des carrières qui sont mises en place directement, et une extraction de minerais qui sont ensuite passés par le Rwanda. Et c'est des rapports des Nations Unies, c'est pas M. Bilodeau, LFI qui va dire non, c'est des rapports des Nations Unies qui tapent dessus. Il y a encore eu un rapport d'experts des Nations Unies qui a encore tapé là-dessus. Les minerais sont exportés par le Rwanda. Le Rwanda a la responsabilité, et commercialisés de manière illégale. Alors, vous êtes député français, vous avez souvent, je crois, interpellé le gouvernement français sur cette situation. Qu'est-ce que vous pensez du rôle de la France? Il y a eu une conférence là récemment sur la paix, la stabilité. Vous y avez participé, je crois. Et donc, est-ce qu'elle va donner quelque chose? Est-ce qu'il va y avoir du concret ou simplement une manière pour le président français d'être Il y a eu un bouger de la France, dans le sens où nous, politiquement, on est monté au créneau de manière assez virulente. Parce que le déplacement du président Emmanuel Macron à Kinshasa en avril 2023, où il y a cette conférence de presse avec le président Tshisekedi et Emmanuel Macron. Emmanuel Macron ne donne pas les causes du conflit et ne nomme pas le Rwanda. Moi, j'étais dans la délégation en tant que président du groupe d'amitié. Et pendant 3 ou 4 jours avant la conférence de presse, on était en discussion avec les équipes de l'Élysée pour dire, moi je dis, il faut nommer le Rwanda. Les équipes de l'Élysée, le chargé militaire, etc., on ne peut pas les citer parce qu'il y a des accords, etc. Et ce n'est pas cité. Ça a créé une cassure pendant ce déplacement parce qu'il y avait une conférence économique juste après la conférence de presse entre les deux présidents. Et comme Macron n'a pas cité, Paul Kagame n'a pas cité le Rwanda comme responsable, la conférence économique a perdu de sa superbe. Elle était juste après avec plusieurs acteurs économiques. Il y avait M. Tabeniel qui était là, etc. Des acteurs aussi économiques congolais qui étaient là, avec différents ministères. Mais elle a failli même être annulée. Et le président Macron avait rassuré en disant qu'il dira un petit mot, une phrase. Et il a expliqué pendant sa prise de parole à la conférence économique qu'il n'y aura pas de commercialisation sans la paix, pour essayer de compenser. Ensuite, nous, à notre tour en France, on a mis une pression, on a déposé des résolutions qu'on a fait adopter à l'Assemblée nationale visant à soutenir l'intégrité territoriale et la souveraineté de la RDC et en condamnant le soutien du Rwanda au M23. Et de fil en aiguille, questions au gouvernement qui ont été faites à 3 reprises. Le gouvernement a bougé et a commencé à nommer le Rwanda. C'est tout récent, c'est depuis 2023, donc, 2024. En partie grâce à l'action que vous avez menée. Grâce à l'action et celle aussi du monde associatif. Pas mal de gens aussi du monde associatif qui sont réunis, des intellectuels aussi, des avocats, des groupes de réflexion, des groupes de pression qui ont dit au gouvernement que ce n'est pas possible ce qui se passe. Des sénateurs qui se sont réunis et je pense que chacun a joué une pièce maîtresse dans le droit international pour le monter au plus haut. Et la position de la France aujourd'hui a bougé. La conférence pour la paix, malheureusement, qui a été faite à Paris au mois d'octobre, malheureusement, quand le président Macron annonce la réouverture de l'aéroport de Goma, c'est un peu précipité, mais même pour des couleurs humanitaires, on voit que la réaction du Rwanda, et par son ministre des Affaires étrangères, est très virulente. En plus, depuis Paris, il réagit tout de suite. C'est-à-dire, le président Macron parle, 2 minutes après, pendant la conférence, il descend en conférence de presse et il vient dire que ça ne va pas se faire parce qu'il fallait en parler avec le M23. C'est inacceptable. Ça montre vraiment que le M23 sont les proxys du Rwanda. Je suis désolé, monsieur le député, parce que je crois qu'on va devoir c'est un sujet que je maîtrise beaucoup. Pour une prochaine fois. En tout cas, merci d'être venu. Et à très bientôt, la semaine prochaine, pour une nouvelle émission d'Afro Droit. Merci.